Bonsoir, jusqu'à 1h, je vous invite à prendre la parole sur Europe 1 et à dialoguer entre vous en appelant le 39 21 où vous serez chaleureusement accueillis par Julie et Assiba ainsi que par Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, où vous pouvez nous écrire vos courriels sur le site europe1.fr. Si un témoignage fait écho à votre histoire, si vous voulez apporter votre soutien, vous pouvez à tout moment intervenir à l'antenne puisque nous sommes en direct en composant le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Virginie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelais pour vous demander un petit conseil. Oui. Voilà, j'ai 3 enfants. Un aîné qui a 12 ans, un deuxième qui a 9 ans et qui est porteur d'un handicap, qui est autiste. Et actuellement, j'ai des soucis avec mon aîné, qui est donc au collège et qui présente des difficultés par rapport à ses camarades, notamment par rapport à l'annonce du handicap de son frère. Oui, il en a parlé à ses camarades depuis le début. Ah, je vous entends mal, Virginie. Oui. Il y a un problème de liaison là. Oui, j'entends une autre. Vous entendez une autre conversation ? Ça ne vient pas de chez nous, en tout cas. D'accord. Bon. Je sais pas, ça doit venir de votre téléphone parce que là ici il peut pas y avoir d'autres liaisons en ligne. Hein. C'est bizarre, j'entends une autre conversation. Bon, je vais essayer. Ça doit venir de votre téléphone. Hein. Je vais quand même essayer de vous expliquer. Donc voilà, donc mon fils est rentré donc au collège en septembre et il avait décidé de ne pas parler du handicap de son frère à l'école. On avait respecté son choix en lui disant que c'était son univers et que ça nous posait pas de problème, mais qu'il fallait pas en faire un secret. Et actuellement, là, il nous a avoué ce soir qu'il avait parlé à des camarades du handicap de son frère. Et ça a été très violent parce qu'en fait, quand il l'a annoncé, ses camarades lui ont dit violemment « Mais alors, c'est toi qui l'essuie quand il fait caca, c'est toi qui ramasse quand il fait à côté. » Et ça l'a bouleversé. Il n'a pas pu manger. Il est parti du repas et il est revenu ce soir en larmes. Voilà. Et on n'a pas su vraiment. Moi, j'ai pas su vraiment quoi lui dire. Oui, vous aussi, vous avez été finalement assez démunis face à. Oui, parce que on se doutait que ça pouvait arriver, évidemment. Oui, qu'il y aurait du rejet par rapport à ça. Voilà. Du rejet de vous rencontrer vous-même ? Non, parce que dans notre vie à nous, c'est pas un problème du tout. Mais c'est plutôt que en fait, il a vécu ça comme une injustice. Il pensait que ses copains allaient lui dire oh ben mon pauvre, comme c'est difficile. Or ils se sont moqués. Et... on voit bien la méconnaissance qu'il y a des enfants là, hein, c'est-à-dire associée à l'absence de propreté, tout de suite le côté sale. Bon, donc ça a été très violent pour votre fils parce que il attendait du soutien. Voilà, c'est du exactement. soutien, déjà parce que lui, au quotidien, mesure la souffrance que ça représente pour son jeune frère, pour vous, enfin à quel point votre quotidien est perturbé par ce handicap, Oui. et puis sa souffrance à lui. Oui. Parce que c'est compliqué.
C'est Voilà, compliqué parce que c'est l'aîné, un enfant handicapé mobilise forcément beaucoup votre attention. En même temps, il aime son frère et le fait qu'on attaque son frère, on l'attaque lui aussi. Oui. Et il nous l'a dit, et en fait, il a dit qu'il n'était pas arrivé à le dire tout de suite. Il a fait un genre de crise d'angoisse, en fait. Oui, oui. Parce qu'en fait, il avait peur de nous faire de la peine. Oui, et oui. En nous racontant l'événement. Et c'est vrai que au quotidien, on vit plutôt ça bien. À la maison, ça se passe bien. Mais en fait, il vit ça comme un rejet parce que il avait confiance en les personnes à qui il l'a dit. Et il nous a tout de suite dit, je pourrais jamais inviter de copains à la maison. Il n'a jamais fait venir de copains à la maison? Si, des copains de primaire qui connaissaient son frère, là, ça posait pas de problème. Mais là, il est dans un univers complètement nouveau. C'est compliqué, oui, c'est le collège, l'entrée au collège, c'est compliqué. Voilà. Il aurait aimé, finalement, c'était une façon pour lui de tester. Oui. Et là, il se sent rejeté, doublement rejeté. En rejetant son frère, il le rejette lui. Oui, et il s'est senti très blessé parce qu'en fait, il voulait lui dire qu'il s'en occupait et que c'était difficile, que c'était compliqué, qu'il y avait des choses qu'il pouvait pas faire comme les autres. C'est bien en même temps qu'il vous en ait parlé, parce que il aurait pu se taire, parce que il a dû. Ils étaient combien? Il en a parlé à un groupe. Ils étaient 4. Oui, donc il a certainement pas dû. Il a pas pu réagir, c'est ça, sur le moment. Il est parti de table, il a pas pu manger. Ah oui, le pauvre. Oui, il était pétrifié. Ah oui. Donc, et il aurait pu, comme il vous l'a dit, enfin, il fait preuve de beaucoup de maturité, et certainement lié à ce que vous vivez, hein, tous. Pouvoir vous dire qu'il avait peur de vous en parler par crainte de vous faire du mal. Oui. Vous voyez, c'est à quel point il veut protéger, hein, le pauvre déjà du haut de ses 12 ans, il veut protéger tout le monde, il veut protéger son frère, il veut vous protéger vous, puisque en parler, dire que on rejette votre fils, c'est aussi finalement que vous avez vous avez un enfant qui est différent, et donc il craint aussi que ça vous fasse du mal qu'on vous renvoie ça, alors que bon, vous y êtes confrontés tous les jours, vous le savez, oui. Mais il veut quand même vous protéger du haut de ses 12 ans. Alors, c'est bien qu'il ait pu surmonter cela et vous en parler. Et c'est vrai que maintenant, il faut qu'il y ait un retour. Qu'il y ait un retour, il a besoin d'être rassuré. Et rassuré en ce sens que la différence fait peur. Vous voyez, je reçois un petit message d'ailleurs de Sergio qui va dans ce sens, qui dit la différence fait peur, surtout aux enfants, et particulièrement quand il y a le phénomène de groupe là en plus. Ils étaient 4. Et puis l'autisme, lui, pour votre fils, c'est une réalité, c'est très concret. Pour les autres enfants, ça voulait pas forcément dire grand-chose. Vous voyez, l'autisme, c'est quoi? C'est un enfant autiste, c'est un enfant qui fait caca à côté, qui est pas prof. Il savait pas à quoi ça correspondait. Je crois qu'il faut être très concret aussi avec votre fils. Il a dit qu'il n'avait pas su expliquer. Voilà. Et que, comme ils n'arrêtaient pas de poser des questions, il avait fini par dire que son frère avait, en gros, l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Et ça a été sa seule façon d'expliquer, parce que c'était compliqué pour lui. C'est bien déjà qu'il ait pu dire ça. Oui, mais ça a été pire, parce que les enfants ont eu une réaction, c'était pire, quoi. Oui, parce que âge mental de 6 ans, dire ça veut dire on peut dire il est avec toutes les connotations péjoratives qu'il y a derrière, mais bon, c'est pas grave, il a quand même pu dire quelque chose. Il a pu essayer, il n'est pas resté complètement sans voix. Il a pu essayer de dire quelque chose qui est compliqué face à un groupe, hein. Être seul face à un groupe de 4, c'est compliqué. Donc, je crois qu'il a avant tout besoin d'être rassuré sur le fait que c'était courageux
de sa part, Ouais. de vouloir comme ça en parler, que ses copains n'ont pas compris, ne savent pas ce qu'est ce handicap. Oui, c'est ce Donc, que quand je t'ai dit, oui. on ne sait pas, souvent, ce qui est différent fait peur. Donc, peut-être qu'il y aurait, ce qui serait peut-être pas mal, c'est ce que dit d'ailleurs, c'est une suggestion là aussi de Sergio qui dit parlez-en peut-être à un professeur afin qu'il les sensibilise. Il y aurait peut-être lieu. C'est vrai qu'on vit dans une société qui accepte pas facilement les différences et qui donc n'apprend pas ses enfants à vivre avec elles. Donc et l'école le collège notamment, c'est un très bon lieu pour cela. Plus on commence tôt d'ailleurs, mieux c'est. Donc j'ai envie de dire l'école, mais bon, quand c'est pas fait à l'école, ça peut être toujours fait au collège. Et donc, ça avait été très très bien fait en primaire en fait. Il était dans la même classe, dans la même école que son frère, et ça avait été très très bien fait. Donc en fait, il avait vécu sa scolarité de primaire très très bien par rapport à ça. Il était dans la même école que son frère, et c'était, il n'y avait pas de rejet, il n'y avait pas de, c'était expliqué, il n'y avait pas ce souci-là. Alors ce soir, moi j'ai immédiatement réagi. Je suis allée voir la responsable en fait. On s'y est rendu avec mon fils, et la responsable. Donc il doit avoir rendez-vous avec la psychologue scolaire la semaine prochaine. Donc il a souhaité y aller seul, et j'étais très contente qu'il ait le courage d'y aller seul. Il est courageux, il nous avait proposé d'être présent, et je lui ai dit qu'il fallait qu'il parle. Peut-être qu'il y avait des choses que lui il pouvait pas nous dire, et qu'il fallait pas qu'il hésite à en parler. Mais moi je le vois quand même en grande souffrance, et je pensais que c'était fait ce pas-là en fait. Je pensais pas que ça allait revenir un peu violemment comme ça, en fait. Oui, mais c'est encore une autre étape dans sa vie, c'est le collège. Oui. Donc c'est encore autre chose, et les années collège peuvent être un peu compliquées parce que on veut vraiment... là, c'est le groupe de copains est très important. On a besoin de ces pairs, d'être comme eux, et du coup tout ce qui est différent fait vraiment peur à cet âge-là. C'est pas un âge où ça fonctionne beaucoup sur le mode quand même de l'exclusion. Regardez comme même dans les vous les regardez à la sortie des collèges, ils se ressemblent un peu tous, même au niveau vêtements, coiffure, ils font en sorte d'être un peu dans le même moule. Ils appartiennent un peu à la même tribu. Enfin, vous voyez, on s'identifie comme ça, quoi. Donc c'est d'autant plus important pour votre fils d'être accepté. Mais ce qu'il faut lui dire, c'est que bien sûr qu'il a été blessé par les réactions des autres enfants de sa classe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont forcément méchants, stupides. Ou c'est que il y a de l'incompréhension derrière, et que il y a aussi ce côté phénomène de groupe un peu, et que quand on est en groupe, parfois on prend pas la peine de réfléchir. Si il en avait parlé peut-être séparément, il n'aurait pas réagi comme ça. Oui. Il y a le côté, quand on est en groupe, un groupe réfléchit pas, comme quand on est seul. Donc, ce qui pourrait... Là, vous me parlez d'une démarche individuelle qui puisse dire à la psychologue scolaire. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est qu'il y ait une information de fait auprès des enfants, auprès des jeunes, qui sont plus tout à fait des enfants d'ailleurs, qui sont des préadolescents, de toute la classe, c'est-à-dire en expliquant avec le prof principal, enfin je sais plus, avec, vous voyez, peut-être en rencontrant le CPE, ou enfin ça peut être fait en concertation avec la psychologue scolaire, au vu de ce qui a été fait, peut-être d'une association d'ailleurs qui s'occupe d'autisme, d'expliquer ce qu'est l'autisme. Oui. Parce que finalement, là aussi, pour que ces jeunes se disent, que votre... déjà, ils seraient un peu moins ignorants sur ces questions-là.
Et puis votre fils, au lieu de se sentir dans qui devienne pas un peu, qui soit pas mis en situation d'être souffre-douleur ou d'être dans quelque chose qui vive comme quelque chose de honteux, mais qu'au contraire, il a une position, enfin finalement il a une position courageuse de parler de son petit frère dont il s'occupe et qu'il défend, je trouve, avec beaucoup de courage. Ah oui, d'ailleurs il a dit ce qui m'a fait le plus de peine, c'est vraiment et si mon frère avait entendu ça, et s'il avait entendu ça, c'était voilà, il s'est vraiment mis à sa place et il a dit c'était méchant, c'était alors et en plus ça correspond pas à la réalité de ce que son frère est au quotidien. Donc il a été forcément très surpris, quoi. Alors c'est ça, derrière, c'est ce qui a dû lui faire mal, c'est-à-dire c'est ce côté, la méchanceté, ce qu'il a perçu. Mais ça peut être aussi comme le dit Laurence de Picardie, ça peut être des questionnements qui sont posés de façon maladroite et effectivement c'est de façon assez agressive. Mais derrière ça, il faut lui expliquer, ça montre il y a une ignorance. Et que donc cette ignorance, c'est là où le collège a un rôle à jouer. C'est-à-dire dire, on a dans notre classe, c'est un jeune garçon dont on va vous parler. Aujourd'hui, on va faire une information autour de l'autisme. Il peut y avoir comme ça des points, on informe, on fait des informations, on va vous parler. Et peut-être votre fils pourrait être associé, voyez, y participer en disant voilà ce que c'est, voilà, et donc être actif. C'est-à-dire que présenter, il y aura un côté valorisant aussi pour lui, au lieu de subir cette situation. Vous voyez, ça pourrait être mis de concert avec la psychologue scolaire. Oui, parce que moi, je voudrais pas qu'il s'isole et qu'il en fasse justement un secret. Surtout pas. Surtout pas, oui. Parce que c'est vrai que c'est déjà assez difficile, j'allais dire pour nous, même si notre fils est bien accepté par l'école, par nos amis, par la famille. Mais encore heureux. Oui, mais bon, c'est quand même une bataille. Votre fils autiste, vous voulez dire? Voilà. Oui, d'accord, je comprends. Oui, ça c'est compliqué. Je pense qu'il y a un décalage aussi il y a eu un trop gros décalage entre ce qu'on pouvait lui dire, l'image qu'on pouvait lui donner, et le monde, la réalité extérieure. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez difficile, de se rendre compte que dans votre famille, à l'école primaire, ça se passait très bien, que finalement il arrive jusque-là à être bien intégré, et puis il perçoit de plein fouet que le handicap et la différence peut faire peur et peut susciter du rejet et de l'agressivité. Je crois qu'il est important de lui expliquer, de lui en parler pour qu'il soit préparé à cela. Parce qu'il rencontrera d'autres réactions de ce type. Évident. Oui. Donc il vaut mieux être préparé, parce que quand on est préparé, je ne dis pas ça fait toujours mal, mais on s'y prépare d'autant mieux. Oui, et j'avais une autre question par rapport à ça. En fait, même si la chose est bien vécue en général et que voilà, moi j'ai quand même c'est une valise pour moi et j'ai beaucoup de mal à le vivre. J'ai des grands moments de peine parce que c'est une bagarre quotidienne et aussi je culpabilise un peu parce qu'effectivement j'ai peu de temps à consacrer. C'est difficile de gérer le temps consacré aux enfants par rapport à ça. Et mon autre sentiment, c'est un peu que c'était aussi une façon de nous dire qu'il nous reprochait de pas assez s'occuper de lui. Et je voulais savoir comment on pouvait arriver justement à lui expliquer que c'était effectivement pas facile, qu'on faisait ce qu'on pouvait. Et qu'on n'avait pas tellement non plus de solution à lui apporter par rapport à ça, quoi. Alors, c'est peut-être vous avez raison, c'est déjà important d'en avoir conscience que évidemment votre fils autiste
vous mobilise beaucoup de temps et d'énergie, d'attention, et un peu au détriment de vos 2 autres enfants. Hein, forcément, c'est inévitable. Vous pouvez lui dire que du fait de son handicap, vous êtes amené, comme il est plus dépendant de vous, à vous en occuper davantage. Ça ne veut pas dire que vous l'aimez plus, mais que c'est parce qu'il est plus dépendant et qu'il a davantage besoin de vous. Néanmoins, je crois que il y a peut-être des solutions à avoir, à trouver pour essayer d'avoir, ça peut être des moments avec que vous passez, même si c'est des moments courts, mais avec l'un ou l'autre des 2 enfants. Vous voyez, des moments un peu vraiment individualisés, les moments. Oui. C'est-à-dire au lieu d'être toujours en famille, ce que vous avez du mal à faire, mais ce qu'on a souvent du mal à faire quand on est en famille d'ailleurs. Oui. Et finalement, à individualiser les enfants, à avoir des moments, et ce qu'apprécient beaucoup les enfants. Oui. Pas être toujours dans la fratrie, mais avoir un moment, même si c'est pas forcément un long moment, mais avec où on n'est pas toujours d'ailleurs qu'avec les 2 parents, mais un moment avec le père, un moment avec la maman, un moment rien que pour soi. Et son papa, un moment avec sa maman, voyez, où on a l'impression là qu'on est unique. Oui. Ça, c'est très important. Ça peut être des petites choses comme ça, des petites choses qui peuvent être précieuses. Oui, parce qu'en fait, le plus petit des enfants, lui, le vit pas du tout de la même manière. Oui, il a quel âge ? Il a 5 ans. Oui. À 5 ans et demi. Et pour lui, c'est plus naturel, parce qu'en fait, il a toujours connu... oui. Il a toujours connu son frère. Et oui, son frère était là déjà quand il est né. Oui. Et je me demandais si ça allait pas nous rattraper. Est-ce qu'on devait aussi se préparer à un moment donné à une réaction de cet ordre-là ? De la part de votre petit ? Oui. Vous pouvez pas trop anticiper les choses. Comme vous dites, c'est différent parce que son grand frère a toujours été là. Il a toujours connu dans sa vie. Oui. Contrairement, vous voyez, ça joue aussi à votre fils aîné, qui déjà en tant qu'aîné à un moment il a été un peu seul, et puis est arrivé déjà un second qui le second lui vole un peu entre guillemets toujours de temps, c'est normal, et puis ce second enfant est plus vulnérable, donc mobilise d'autant plus votre attention. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Ben non. Hein, vous n'y pouvez rien, mais c'est bien que vous en ayez conscience, parce que ça veut dire que quand même, malgré tout, vous êtes, vous et son père, assez vigilants. Le père, vous êtes soutenu aussi avec votre mari est vigilant aussi là-dessus. Oui. Il a plus de mal à parler avec les enfants de ces choses-là, parce qu'en fait, pour lui, c'est les choses sont comme ça, elles sont pas forcément autrement. Il a une façon beaucoup plus cartésienne d'envisager la chose, mais c'est vrai que moi, ça me pose beaucoup plus de questions. Je suis beaucoup plus sensible à tout ça, et puis ça me renvoie aussi plus, je pense, à ma difficulté de gérer le handicap et les 3 enfants, tout ça en même temps. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'interpelle plus que lui. Je reçois un mail d'Anna qui, je précise, est thérapeute, qui dit l'autisme. D'ailleurs, vous pouvez demander une intervention auprès de la psychologue scolaire afin d'expliquer ce que c'est. Elle dit: un jeune de 14 ans autiste m'a dit les larmes aux yeux. Tu sais, c'est difficile, une jambe cassée, tout le monde comprend, mais moi. Et quand ça s'arrête, me disait-il, le dialogue est primordial. C'est comme la banalisation du mot autiste qui est employé un peu à tort et à travers. C'est vrai que c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Anna qui dit de tout cœur avec vous. Donc je crois que c'est vraiment important. Peut-être vous rapprocher d'associations aussi. Il y a l'association Autisme France, autisme-france.fr. Je
je peux vous aider aussi, oui. peut-être, hein? Avec le réseau, oui. Vous êtes en contact avec ce réseau. On va accueillir aussi Laurence. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Merci d'être avec Caroline. nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais intervenir ce soir pour cette maman qui se questionne par rapport à la façon dont les enfants acceptent ou pas le handicap vis-à-vis de son fils au sein de son établissement. En fait, moi-même, j'ai été scolarisée dans un cycle normal. J'ai de graves séquelles au niveau moteur. Et je voulais dire que des questionnements, j'en ai eu. Vous dites des moqueries. Bon, moi, je prends pas ça comme ça. Je dis plutôt des questionnements. Je voudrais rassurer cette maman qu'en fait, les enfants ont tendance à poser maladroitement les questions. Donc, on a l'impression qu'on les reçoit comme des moqueries, mais c'est pas vraiment de la moquerie, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt une façon maladroite de se poser des questions. Et bon, les enfants n'ont pas toujours les armes. On leur a pas toujours expliqué la différence, ce que c'était. Donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu pris au dépourvu et que bon, ils ont des questions, ils les posent parfois maladroitement. Donc je voulais rassurer cette maman qu'elle prenne pas ça forcément, qu'elle explique bien à son fils que c'était pas forcément des moqueries. Voilà. D'accord. Voilà, il faut pas forcément. Moi, j'ai subi des questionnements. Je dis pas moquerie parce que j'aime pas ce mot. C'est pas des moqueries. Il y a des façons de poser des questions et des façons de se moquer. C'est vrai que parfois les enfants posent des questions qui sont comme ça maladroites, que d'autres diront c'est une moquerie et qui sont pas justifiées pour appeler ça des moqueries, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Laurence, de votre action. Et puis j'embrasse tous mes amis de la Libre Antenne. Et puis je vous remercie, Caroline, de tout ce que vous faites pour les gens qui sont en souffrance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée, au revoir. En tout cas, je crois qu'il est important que vous repreniez comme vous l'avez fait, qu'il puisse en parler avec la psychologue scolaire. Et à mon avis, je crois que ça ne reste pas sans suite et qu'il y ait une information donnée avec les jeunes de sa classe. Information de mon point de vue, auquel votre fils pourrait participer parce que qu'il soit actif. Vous voyez, que ça le valorise. Après, s'il le souhaite, il s'agit pas de le forcer à le faire, mais ça pourrait être valorisant pour lui. Et je pense qu'il est important surtout de lui expliquer que les différences font peur et que quand on a peur, on se défend et du coup on a tendance à rejeter. Voilà. Oui, donc, mais que c'est une réaction de défense plus que de la pure méchanceté. Lui, en fait. Que c'est pas contre lui et c'est pas contre son petit frère. C'est plus une réaction quand on ne connaît pas, on se défend, on a peur et donc on tient à distance. D'accord. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de parler, d'informer et pour que les gens soient un petit peu moins ignorants. Oui. Et oui. D'accord. Sinon, j'ai parlé de l'association www.autisme-france.fr. Il y a également un numéro de téléphone qui est le 04 93 46 01 77 04 93 46 01 77 parce que c'est vrai que pour les parents qui ont un enfant autiste, c'est souvent très difficile et notamment pour la scolarité, pour parfois les institutions, ça reste encore très très compliqué, donc c'est important de pouvoir se tourner vers des associations. D'accord. Merci en tout cas de votre appel. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Ingrid. Oui, bonsoir. Bonsoir Caroline. Oui, c'est assez bizarre de vous avoir à l'antenne, mais bon, ça va aller, je pense. Écoutez, j'espère. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Oui, non, il n'y a pas de raison. Non, c'est vrai. Alors, vous m'appelez, vous êtes en Allemagne en ce moment. Oui, voilà, je suis en Allemagne. J'habite en Allemagne. Vous écoutez l'émission d'habitude en podcast ? Voilà, ou parfois en direct aussi, quand je me couche un peu plus tard. Qu'est-ce que vous faites en Allemagne ? Je travaille, ça fait longtemps que j'habite en Allemagne. D'accord. Voilà, je me suis expatriée. Vous vous y plaisez ? Ah oui. Oui, bon. Oui. D'accord. Je réfléchis à rentrer, mais bon, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pour le moment, voilà. Vous restez encore, vous vous plaisez là-bas. Voilà. Et donc, je vous appelle parce que je voulais avoir vos conseils. Enfin, c'est quelque chose d'assez banal, peut-être.
Mais voilà, en fait, je me rends compte que j'ai comme une relation un peu de dépendance par rapport aux personnes que je rencontre, enfin aux hommes en particulier. Oui. J'étais en relation avec quelqu'un pendant de longues années, donc plus de 10 ans. Qui était malade, enfin qui était dépressif. J'ai tenu le coup, mais finalement on s'est séparés, c'était bien comme ça. Donc depuis à peu près 1 an, je suis seule et ça va pour le moment. Enfin, je m'en sors bien et j'ai un poids qui est tombé de mes épaules depuis que je suis seule, parce que de vivre avec quelqu'un qui est dépressif, c'est vrai que c'était assez difficile. Oui. Surtout qu'il était au chômage et que moi je travaille beaucoup. Enfin, c'était pas très équilibré comme relation sur plein de points de vue. Et en fait, voilà, j'ai rencontré quelqu'un comme ça par hasard dans un train, enfin quelque chose d'assez spontané, on va dire. Et quelqu'un de plus jeune que moi. Et c'est vrai que je me rends compte que je me suis mise donc dans cette histoire comme ça. Il est venu me rendre visite une fois, on s'est vus. Et on a passé une nuit formidable et c'était super. Mais le problème, c'est qu'ensuite, je me fixe sur une personne. Voilà, je me suis fixée sur lui, alors que je sais très bien que c'est quelqu'un avec qui je vais pas faire ma vie, que c'est pas quelqu'un qui, voilà, c'est pas une personne qui me correspond peut-être. C'est quelqu'un de gentil que j'aime beaucoup, mais j'ai eu comme comme quelque chose qui s'est passé en moi qui a fait que depuis, je me suis fixée sur lui et j'ai beaucoup de mal à me défaire de ça. Et vous le revoyez Non, parce qu'en fait, il habite pas ici et je le revois pas. En fait, on s'est envoyé un peu des messages et je me suis rendu compte que je suis très très envahissante en fait. Enfin, très très envahissante. J'ai tendance un peu à envahir l'autre en fait. Oui. Par mon désir, que ce soit un désir de communication ou même corporel, enfin tout. Voilà, j'ai tendance à l'envahir. Et bon, il n'a pas été méchant. C'est vrai qu'il a vite vu peut-être mon caractère. Et ce qui est bien, parce que du coup, je m'en suis aperçue moi-même. Bah, c'est pas mal déjà. Ça veut dire que vous êtes quand même consciente de ça. Vous voyez, si. Oui, c'est vrai. Bah oui. Vous avez quand même. Vous avez pris conscience que ça allait peut-être un petit peu loin. Voilà, que j'ai un peu du mal à respecter les limites de l'autre aussi, qui peut-être dit non, sois patiente ou non. Mais en même temps, vous me dites vous me parlez d'un problème de dépendance, mais bon, vous sortez d'une histoire de 10 ans, et là, vous avez rencontré, vous étiez seule depuis 1 an, et vous avez rencontré un homme qui vous a plu, enfin, ça a été vraiment un coup de cœur, peut-on dire pour autant que vous êtes dépendante? Enfin, pourquoi? Parce que vous êtes très vite accrochée à cet homme-là qui vous plaisait? Oui, parce que je me suis vite accrochée et parce que tous les jours j'ai ça dans la tête. Cet homme-là. Cet homme, alors que ça pourrait être un autre homme, hein, bien sûr, qui me plairait aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, J'ai l'impression que j'ai besoin de l'autre, du regard de l'autre, de sentir que l'autre me désire ou a envie de me voir ou que je l'intéresse. Oui, pour vous être sentir, quelqu'un, pour être j'ai quelqu'un. pas l'impression d'être pour moi-même quelqu'un qui, une femme féminine qui, voilà. Pourtant, ça va, je suis bon comme. Mais est-ce que ça vient pas du fait que d'avoir vécu comme ça pendant tant d'années auprès de quelqu'un qui allait mal? Vous me dites vous-même que votre compagnon était dépressif. Enfin. Du coup, ça aide pas à se sentir bien, à se sentir désirable, à se sentir, vous voyez, dans la vie, dans le désir. Peut-être que du coup, vous étiez vous-même un peu éteinte dans la relation et que vous avez envie aujourd'hui de vie, de sensations, vous êtes en recherche de ça. C'est plutôt bon signe. Oui, mais ça fait mal, vous comprenez, c'est ça. De quoi ça fait mal de ressentir à nouveau? Peut-être parce que vous étiez un peu aussi dans quelque chose d'éteint avant. Oui, tout à fait, ouais. C'était assez comme ça, et même si lui, il demandait plus, mon partenaire d'avant me demandait plus, par exemple au niveau sexuel, etc. Il me demandait plus de choses, mais moi, j'avais plus trop envie, etc. Et là où je dis que ça fait mal, c'est que après donc cette aventure avec cet homme que j'ai rencontré par hasard,
j'ai eu comme c'est comme quand on est en manque quoi c'est comme si j'avais revécu enfin le fait de toucher quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire, et qu'après donc le manque ça faisait comme un manque que ça me faisait mal, vous voyez, mais oui, mais le manque fait mal, hein. Le manque fait qu'on en redemande, mais du manque naît le désir aussi. Oui, et ce désir. Regardez les rats de laboratoire. Je vais vous prendre une image. Je vous compare pas à un rat de laboratoire, non, Ingrid, je vous rassure, mais on crée comme ça des expériences où on les met en situation de manque et ils deviennent, ils actionnent sur des petites pompes comme ça pour en redemander des substances, y compris des substances qui sont très mauvaises pour eux, mais on crée comme ça des situations de manque. Donc, bien sûr que ça montre à quel point vous avez été carencé. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes resté si longtemps, voilà, avec cette personne qui allait mal. Bon, peut-être que quand même ça n'a pas duré 10 ans ou pendant 10 ans il était dans cet état-là. Non, mais bien pendant les 5 dernières années, ça a commencé, puis après c'est devenu assez plus grave, on va dire. Bon, l'erreur, c'est qu'on n'a pas reconnu assez tôt que c'était cette maladie. Sinon, on aurait essayé peut-être, on aurait fait une thérapie. Ça aurait été bien, qu'il se fasse aider, oui, c'est ça. Voilà, et puis, on est en bon terme, mais c'est vrai que, oui, je suis restée avec lui, je me suis accrochée, complètement, j'ai tout essayé, et lui aussi, mais ça n'allait plus. Mais pourquoi je suis restée? Parce que je suis comme ça, c'est-à-dire je reste, c'est un peu ça, c'est un peu quand même la dépendance, de rester avec des gens qui Oui, c'est ça, vous avez besoin de, comme vous dites, vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir exister. Voilà. Et ça, et j'arrive pas ça à me... Bon, je travaille sur moi, j'essaye de me comprendre et de me... voilà. De quelle façon vous travaillez sur vous? Alors par rapport par exemple à la féminité, c'est-à-dire que j'essaie de m'occuper de moi, vous voyez, plus que ce que je faisais avant, peut-être. C'est peut-être l'âge aussi qui fait ça, je sais pas. Mais voilà, je fais des choses pour mon corps, des choses qui me font du bien, des choses qui me font que je me sente un peu plus féminine, par exemple. Pourquoi ça revient souvent dans votre bouche, cette féminité, ce désir de faire en sorte d'être un peu plus féminine? Vous avez l'impression de ne pas l'être ou peur de ne pas l'être assez? Je sais pas ce que c'est en fait. De quoi? La féminité. Souvent, je me demande. C'est curieux. C'est assez curieux, je sais, mais j'ai du mal à. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. Si on me demandait de définir, je saurais pas trop dire. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a pas été transmis, de ce côté-là? Non, j'ai pas. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas eu. De modèle. De quelque chose qui. Non, j'ai pas de modèle dans votre famille. Pourquoi? Je sais pas, ma maman c'est quelqu'un d'assez dur et il y avait très peu de communication chez moi et en fait on n'a pas vraiment, je sais pas, j'ai pas eu l'impression de voir passer les étapes comme d'une jeune fille où on apprend où la maman apprend à sa fille certaines choses de la vie de femme et quand on devient femme, etc. J'ai pas eu ça, et peut-être que c'est ça, je sais pas. J'ai vous avez dû vous débrouiller seule. En fait. D'être transparente. Alors que je suis pas, vous voyez, je suis. Oui, non, mais je n'en doute pas. Non, mais on sent d'ailleurs, on vous sent très vivante. Enfin, il y a dans votre voix, il y a quelque chose de très vibrant dans votre voix. Vous voyez, il y a pas de vibrant. Il y a quelque chose qui vibre, au bon sens du terme. Je vous trouve très vivante, très présente. Vous voyez ce que je veux dire? Vibrant au sens de présent. Vous n'avez pas, on sent beaucoup de choses dans une voix. Il passe beaucoup de choses dans une voix. Il y a des voix qui sont parfois très monocordes, très un peu atones ou bon. Là, on vous sent très présente, très bon. Donc, quand vous dites ce sentiment d'être inexistante, oui, ça c'est lié à votre histoire personnelle ou votre histoire d'enfant, d'adolescent.
adolescente, peut-être parce que vous avez eu une mère qui n'était pas maternelle, de ne pas exister à ses yeux. Bon, Non, alors maintenant ouais, vous c'est cherchez que- le regard de l'autre et particulièrement d'un homme pour exister. Comment était votre père vis-à-vis de vous? Mon père est parti quand j'avais 1 an et demi. Je l'ai vu après parce qu'il tenait à maintenir le lien, etc. Mais ça a été très douloureux. Il y a eu beaucoup de conflits entre mes parents. Et c'est vrai que je le voyais, c'était les week-ends ou les vacances. C'était pas une vie commune. Alors, ma maman, après, s'est remariée. Mais vous voyez, ça c'est des choses que je travaille en thérapie. Il y a d'autres choses, mais c'est... Je n'ai aucun souvenir de mon enfance. Je ne sais pas du tout mon enfance, je n'ai aucun souvenir de ma vie d'enfant, quoi, de chaleur, de... Bon, peut-être que c'est normal, hein, je sais pas trop, mais... mais en général, c'est assez... c'est pas... Ça a un sens de ne pas avoir de souvenirs. Comme si on préférait ne pas se souvenir de quelque chose qui peut-être pourrait être douloureux. Vous voyez, on préfère tenir à distance ce qui pourrait nous faire souffrir. Oui. Mais ça, c'est des choses que Mais voyez, ça c'est... J'avais essayé de vous appeler déjà une fois pour ça, mais j'étais pas... Enfin, voilà. Bon, j'ai pas pu passer à l'antenne. Mais... c'est peut-être lié aussi à ce qui m'arrive avec les hommes, etc., ou dans ma sexualité. C'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes aussi au niveau de la sexualité, des crampes, des moments d'attaque, de panique. Je sais pas si on dit ça comme ça en français. Oui, ça se dit attaque de panique. Voilà. Tout qui se met à faire crampe, ça veut dire des crampes, comme des espèces de crampes partout. Des cauchemars, je fais souvent des cauchemars. C'est vrai qu'il y a des choses à un moment dans ma vie, là, surtout l'hiver en 2011, là, qui arrivait, et comme je me rappelle de rien, en fait, c'est que des c'est que des hypothèses, des choses pas sûres, et là j'ai tout refermé. Depuis que j'ai rencontré cet homme, il n'y a plus que cet homme, alors je me suis fixée là-dessus au lieu de travailler sur ce qui me faisait souci. Non, parce que vous vous accrochez, c'est-à-dire qu'à un moment cet homme, mais vous le savez au fond, vous vous accrochez. À un moment, il a porté sur vous un regard très très valorisant. Il vous a regardé, il vous a vu belle, désirable. Vous me dites, vous avez passé une nuit extraordinaire avec lui, donc vous vous êtes sentie très très vivante là, il y avait du désir, il y avait du plaisir, donc c'est normal que vous ayez envie que ça recommence. Et là, vous étiez pleinement femme avec lui. Oui. Donc ça compte, ça aussi beaucoup pour vous. Mais vous m'avez dit aussi, c'est lui, mais ça pourrait être un autre. Vous n'êtes pas dupe au fond, vous le savez. Alors, c'est-à-dire que il n'a pas amené ça, il vous a pas ce que vous a révélé, ce que vous ne trouviez plus peut-être dans votre couple et particulièrement avec votre compagnon qui était dépressif, c'est-à-dire y compris dans votre sexualité, ce que vous avez vécu cette nuit là avec cet homme rencontré dans ce train, c'est cette sensualité que vous avez en vous, elle est en vous. Ingrid, cet homme du train, là, il n'a pas emporté avec lui. Ça fait partie de vous. Mais non, ça fait partie de vous. Oui, mais qu'en faire? Qu'en faire, justement, c'est vous qui la détenez. Vous l'avez en vous, ça. Donc, vous allez en faire ce que vous voulez bien en faire, mais vous avez l'impression que c'est lui qui en est le propriétaire. Oui, votre jouissance, elle vous appartient. Ouais, c'est vrai. Elle vous appartient. Lui, il a été à un moment, je vais un peu dire, l'instrument. Non, mais je veux dire, c'est pas, c'est que vous étiez en train de me dire la féminité. Je sais pas ce que c'est la féminité. Voilà, vous découvrez aussi certaines choses. C'est la féminité, aussi ce qui vous est révélé dans votre sexualité. C'est vous, c'est en vous.
Oui. Il n'y a pas à tout attendre d'un homme. Non, c'est vrai, ouais. C'est vrai que oui, ça m'a servi. Enfin, ça m'a servi à quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi à travers de rencontres comme ça. Bon, pour le moment, vous focalisez sur lui, comme vous dites. Mais ça va passer. C'est aussi à travers d'expériences, de rencontres comme ça que vous avancez, puisque vous découvrez qu'il se passe comme ça des choses et que vous allez aussi à votre rencontre, à la rencontre de votre féminité. Ouais. Alors, en continuant ce travail sur vous-même, il y a aussi, il y a Sylvie Tenenbaum qui a écrit un très bon livre, c'est sur la dépendance affective, qui s'appelle d'ailleurs Vaincre la dépendance affective. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage. Non. C'est chez Albin Michel. D'accord. C'est Vaincre la dépendance affective et c'est pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres. Ouais, mais c'est vrai que ça Sylvie Tenenbaum. Tenenbaum. Ça fait comme de l'allemand. Ça peut vous aider aussi, c'est comme ça une idée de lecture. Mais continuez aussi le travail que vous avez sur vous-même parce que tout ça est très lié à votre histoire où on ne vous a pas... on n'a pas... si vous voulez, à travers le regard, il n'y avait pas le regard de votre mère sur vous, il vous a manqué aussi celui de votre père. Donc vous cherchez comme ça le regard d'un autre, le regard d'un homme pour exister. Alors c'est vrai que de toute façon, nous sommes des êtres sociaux. On a besoin du regard de l'autre pour exister. On n'est pas comme ça seul. Mais il faut aussi que vous puissiez ne pas... il faut aussi que vous arriviez un peu à être heureuse avec vous-même sans... vous souciez trop du regard des autres. Vous voyez, c'est un peu ne pas être comme ça aussi dépendante du regard des autres. C'est-à-dire qu'on en a besoin, mais pas être dépendante à ce point-là. Oui. Voilà, et surtout ne pas se rendre ridicule parce que non, ridicule, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas le problème. Vous êtes pas. Je crois que là vous forcez le trait. C'est qu'à un moment, bon, c'est un peu d'amour propre. C'est-à-dire que vous vous êtes dit vous avez été peut-être un peu trop envahissante avec cet homme, mais vous vous en êtes rendu compte et vous avez arrêté de lui envoyer des messages. Oui. Écoutez, après tout, c'est plutôt vous qui, à ce moment-là, étiez malheureuse et qui lui envoyez des messages. Écoutez, c'est comme ça. Le ridicule ne tue pas, on dit bien. C'est pas très grave, ça. C'est plus embêtant pour vous, à la limite. C'est pas grave. On peut avoir tous des moments comme ça de fragilité. Exact. Oui, c'est vrai. C'est pas ça. C'est vrai qu'il faut s'accepter aussi, même ces moments-là. Il faut s'accepter. Oui, tout à fait. Parce qu'on apprend aussi justement. Oui. Mais par contre, par rapport à ce que vous disiez sur le fait qu'on oublie certaines choses de l'enfance, etc. Je crois pas qu'on les oublie, on les refoule. Voilà, qu'on les refoule justement. Mais comment faire pour s'en souvenir? Alors ça, si vous êtes en thérapie. Oui. Avec quelqu'un, avec un thérapeute. Oui. Ça va revenir, Parce que normalement... mais comme là, je parle plus que de cette personne. Oui, pour le moment. Oui. Bon, mais à un moment, vous allez parler d'autre chose, Oui, vous allez revenir à vous, à votre histoire. Oui, mais à un moment, vous allez parler d'autre chose que de cet homme. Donc, vous allez, si vous êtes en thérapie, parler à un moment de votre histoire, de votre enfance. Il y a des souvenirs qui vont revenir. Ça peut être à travers des rêves, ça peut être à travers des choses qui vont remonter. Et alors, plus on est défensif, plus effectivement c'est verrouillé et moins on y a accès. Et puis petit à petit, il y a quand même des choses qui réémergent. Donc il y a des choses qui devraient émerger. Me suis acheté plein de livres. Oui, mais alors les lectures ne sont pas forcément. Alors c'est peut-être pas la meilleure des choses. Voilà, dans ces cas-là, il faut peut-être lâcher un peu les lectures et faire confiance à votre inconscient. Et puis, à un moment, vous allez parler d'autre chose que de cet homme et parler davantage de vous, parce que c'est quand même
vous l'essentiel dans cette histoire. Bonne chance. Ouais, oui. Merci beaucoup. Bonne chance. Et je voulais vous remercier de vos émissions qui sont très chouettes. Et voilà. Merci. Merci d'être à l'écoute. Au revoir Ingrid. Deuxième heure de votre libre antenne, toujours en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à nous appeler au 39 21. Vous pouvez également réagir aux différents témoignages par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors des réactions au témoignage d'Ingrid qui parlait de dépendance affective. Quelqu'un dit la peur de ne pas aimer ou être aimé, la peur de la solitude provoque cette réaction, cette possessivité. Et puis un autre message dit dans tous les cas, l'amour est une dépendance. Il y avait aussi des mails pour Virginie. Virginie qui nous parlait de son fils âgé de 12 ans qui avait dit à ses camarades au collège qu'il avait un jeune frère de 9 ans qui était autiste et ces derniers s'étaient alors moqués de lui. Donc Virginie se appelait parce que se demandait un petit peu comment réagir par rapport à son fils. Donc Florence dit juste pour dire à Virginie que je trouve que c'est une maman formidable, intelligente, sensible, très fine et du reste son garçon de 12 ans si courageux et le reflet de tout cela, c'est une grande force pour cette famille tout entière. Il y a Antoine aussi qui dit le témoignage de Virginie confirme la nécessité d'éduquer, d'informer les individus quel que soit le sujet. L'inconnu, la méconnaissance engendre réflexe de défense, de méfiance et bien pire encore parfois. Bonsoir Rodolphe. Rodolphe, vous êtes avec nous? Entendez? Oui, je vous entends, ça y est. Alors bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'aimais beaucoup votre émission, que je suis depuis des années, et que je trouvais toujours très étonnant qu'on arrive à trouver des clés pour sa vie personnelle, malgré que parfois les sujets pouvaient être très éloignés de ce qu'on pouvait vivre. Et alors, mon cas à moi, je vous appelle parce que voilà, je suis en couple depuis 15 ans maintenant. Oui. Et donc ça se passe bien. Il y a des hauts et des bas. Il y a quand même eu quelques fois des quasi-séparations, 2-3 fois. Donc oui. On ne peut pas dire non plus que tout a été rose tout le temps, mais je suppose que c'est comme avec tous les couples. Et depuis quelques mois, j'ai rencontré une autre femme. Oui. Et c'est vrai que, alors je m'y attendais pas du tout, c'est arrivé comme ça, et c'est vrai que on a une liaison ensemble maintenant. Mmh. Et c'est vrai qu'avec cette autre femme, la complicité est vraiment très très forte. Et c'est fort à tel point que je songe vraiment à refaire peut-être ma vie avec ma maîtresse. Mais enfin voilà, 15 ans, c'est vrai que ça s'efface pas comme ça. Oui. C'est très difficile de prendre ce genre de décision. Je ressens une très forte culpabilité. Et d'autant plus que la femme avec qui je vis depuis 15 ans, c'est vrai que depuis 2 ans, elle me demande de faire un enfant, ce que je n'ai pas vraiment, enfin ce que j'ai refusé. Pendant 15 ans ? Non, pas pendant 15 ans, depuis 2 ans.
Ça fait. Oui, ça mais fait 2-3 ans. enfin, vous n'avez pas d'enfants ensemble jusque-là. Non, on n'a pas d'enfant. D'accord. Non, Oui, non, mais c'est pas. Oui, vous ne le refusez pas depuis 15 ans. Ah non, je refuse non. pas depuis 15 ans parce que D'accord. là, Vous n'en effectivement- aviez pas ressenti le besoin et elle non plus jusqu'à présent. Voilà, D'accord. voilà. Mais depuis 2-3 ans, je peux pas dire exactement, mais c'est vrai que. Elle a quel âge, elle ? Elle a 36 ans. D'accord. Comme vous. Et comme moi, et le problème est un peu là. Alors, il est même vraiment là aussi, c'est que je me vois mal. Là où je me sens vraiment coupable, c'est qu'elle me demande effectivement de faire un enfant, mais voilà, avec ce qui s'est passé maintenant, je me vois mal partir maintenant, en fait, en la laissant à 36 ans, alors qu'on sait très bien que, bon, là, il faut pas trop attendre pour elle, surtout. Voilà, j'ai énormément de culpabilité à partir maintenant et à la laisser justement sans enfant. J'ai l'impression que je peux pas faire ça. J'ai l'impression, alors ça va peut-être faire bondir certaines personnes, mais j'ai l'impression que je dois quelque chose à la femme avec qui je vis depuis 15 ans et que je ne peux pas partir comme ça ou sous peine effectivement de ne pas pouvoir recommencer une vie en étant véritablement heureux parce que trop de culpabilité. En allant plus loin, ça veut dire que éventuellement, quand vous dites vous avez l'impression de lui devoir quelque chose, peut-être au point de lui faire un enfant et même en partant et partir malgré tout. Je vous avoue que j'y ai même songé, mais après, est-ce que c'est vraiment une solution j'ai tout envisagé, mais je pense pas que ce soit une bonne solution. Je sais pas si c'est une solution. En fait, voilà. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'elle vous demande un enfant justement, ça fait quand même 15 ans que vous êtes ensemble et qu'elle vous demande cet enfant il y a seulement depuis 2 ans. Est-ce que justement votre relation depuis 2 ans commence pas un peu à battre de l'aile, comme on dit un peu familièrement? Alors oui, vous voulez dire que peut-être qu'elle envisageait que l'enfant puisse venir bétonner une relation qui batte de l'aile. Bétonner ou peut-être que, vous savez, quand parfois le couple, oui, ou quand parfois le couple, le conjugal va moins bien, on fait un enfant. Mais pas forcément en pensant que l'enfant va réparer le couple, mais parce que on n'a plus grand-chose trop à se dire, alors on devient un couple parental. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait peur, c'est de devenir un couple parental. Est-ce que ce serait pour ça que vous seriez allé un peu ailleurs aussi, détourné du couple? C'est tout à fait possible, justement. C'est ce que je cherche à savoir. Parce que c'est quand même particulier dans votre histoire. Vous êtes resté pendant toutes ces années longues, finalement. Vous êtes connus jeunes, tous les deux, 21 ans. Mais vous êtes restés toutes ces années, 15 ans, enfin, donc 13 ans, sans enfant. Et jusque-là, ce désir d'enfant, ni l'un ni l'autre, semble-t-il, ça ne vous préoccupait. C'est vrai. Bon, et votre femme là, votre compagne vous demande cet enfant, d'avoir un enfant avec elle. Donc c'est ça, c'est qu'elles sont. On peut se demander pourquoi. Est-ce parce qu'elles sont, peut-être que votre relation un peu pour donner un nouvel élan à votre relation de couple, peut-être. Alors, de toute façon, oui. Et est-ce que paradoxalement, vous dites, vous, le couple parental vous fait peur, donc elle, peut-être, de son côté, voulait donner un nouvel élan, et puis, vous, en guise de nouvel élan, ça vous fait peur, et vous vous tournez vers une femme... J'essaie de m'échapper, en quelque sorte. Oui. Je suis pas sûr que ce soit pour redonner un nouvel élan, en fait. Je pense aussi que c'est par rapport au fait que nos situations professionnelles se sont plutôt stabilisées, que les années précédentes, il a fallu, surtout moi de mon côté, il a vraiment fallu que je travaille très dur sans compter mes heures et pour installer ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc je pense aussi que j'étais dans une période tellement difficile
on va dire que, il fallait que je consacre vraiment toute mon énergie à ce que je faisais. Donc peut-être aussi que moi de toute façon j'aurais pas été disponible, alors vraiment pas du tout à une demande d'enfant Oui. avant, même si elle pouvait l'avoir depuis un peu plus longtemps. Mais peut-être que depuis 2-3 ans effectivement, elle a senti que je pouvais être éventuellement plus réceptif. Je pense pas que c'était vraiment pour bétonner la relation. J'en suis pas sûr. Je sais pas si c'est pour rattraper quelque chose, même si de toute façon avoir un enfant dans un couple, ça renforce toujours les liens, ou alors ça peut faire l'inverse. Pas forcément, voilà. C'est ou l'un ou l'autre. Oui, ça peut être déclencheur, ça déclenche. Oui, ça peut renforcer des liens. C'est un lien, ça peut être un lien très très puissant, un enfant. Et ça peut aussi fragiliser des liens qui étaient déjà un peu distendus. Donc, c'est ce que j'ai peur. J'ai peur qu'au contraire, ça me fasse... Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de devenir un père ? Alors, toutes les contraintes, on va dire, de la vie quotidienne. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait un peu peur. Moi, je suis dans un métier artistique où... on va dire que c'est vrai que je crée mes propres univers et voilà, j'ai pas l'impression que je serais assez disponible en fait pour un enfant. J'ai l'impression que je me consacre à mon travail et je suis plus alors je sais pas si ça porte un nom, mais c'est vrai que moi j'ai plus une vision sur le couple, c'est-à-dire d'être avec ma compagne, de voyager, de rentrer et puis de s'éclater dans son travail. Mais c'est vrai que je me vois pas m'occuper d'enfants. Vous lui en avez parlé ? Oui, on en a parlé beaucoup. Ça, je lui ai dit plusieurs fois. Mais je lui ai dit aussi que si je vois que je ne suis pas disposé à faire un enfant, je vais pas rester non plus, quoi. Ça fait un peu 2 ans que je dis ça, donc là, il faudrait peut-être que je prenne une décision. Oui, parce que, vous voyez, je reçois un message. Sergio dit lui faire un enfant comme cadeau d'adieu. Je pense pas que ce soit une super idée pour elle, pour vous et surtout pour le bébé. C'est vrai que parce que vous dites, bon, bien sûr, il y a le temps qui presse l'horloge biologique pour elle, évidemment, plus que pour vous. Ça, c'est clair. Mais après tout, si pour vous, dans votre tête, bon, vous n'êtes pas prêt, pas envie, vous pouvez à ce moment-là mettre un terme à votre relation. Elle pourrait trouver un homme qui, lui, serait prêt après tout, avec qui elle pourrait avoir une relation. Parce qu'il faut du temps. Vous avez raison. Là où vous avez raison, Rodolphe, c'est qu'on ne se remet pas d'une histoire en principe. Quoique bon, la vie parfois est surprenante, on ne sait pas. Mais une histoire de 15 ans, on ne rebondit pas comme ça en quelques semaines. Il faut parfois un peu de temps. Bon, et puis parfois, c'est surprenant, il y a des personnes qui restent quelques mois avec une personne qui ont énormément de mal à s'en remettre, d'autres qui restent des années et qui vont s'en remettre plus facilement et rencontrer quelqu'un. Vous savez, il y a pas de... c'est pas mathématique, les histoires comme ça d'amour, surtout pas. Mais ce que vous pouvez faire de mieux pour elle, étant donné si vous pensez à elle, comme vous dites le faire, c'est parce que pour elle, le temps n'est pas le même que pour vous, sur un plan biologique, par rapport à son désir d'enfant. Oui. C'est après tout, elle peut trouver un homme dont elle peut tomber amoureuse quand même, parce que c'est ça, c'est pas un géniteur qu'elle recherche, dont elle peut avoir une histoire d'amour et avec qui elle pourrait concrétiser ce projet d'enfant. Voilà, moi ce que plutôt que d'être très magnanime, après tout, vous ne devez pas. Non, vous avez le droit aussi de dire je ne suis pas prêt à voir. C'est pas comme si vous lui aviez promis depuis le début de votre relation, oui, on fera un enfant, oui, on fera un enfant, et puis qu'au final, elle se retrouve le bec dans l'eau en disant pas d'enfant. Non, vous n'avez jamais rien promis. Il n'y a pas de. Non, effectivement, là, je ne fais pas. J'ai rien promis. Mais
voilà, toujours est-il qu'il y a ce sentiment de culpabilité à abandonner quelqu'un entre guillemets, parce que je suis pas non plus responsable d'elle. Elle est, enfin, je pars du principe qu'on est chacun responsable de soi-même quelque part et qu'il faut presque être un peu, alors j'aime pas dire ça, mais presque un peu égoïste si le cœur nous conduit quelque part. J'ai plutôt comme philosophie, on va dire, de suivre ses envies, mais c'est vrai que là, ça semble un peu impossible, insurmontable, mais en même temps, je me dis que si je reste avec elle et que je regrette, si je regrette d'avoir peut-être raté quelque chose, je me dis que c'est pas mieux. Bon, après, c'est toute votre ambivalence, hein, c'est-à-dire que vous, depuis 2 ans, vous dites que vous allez la quitter, et puis vous ne la quittez pas. C'est pas, je lui ai pas dit que j'allais la quitter. Je lui ai dit, écoute, ça va peut-être venir. Je vais avoir peut-être que l'envie va venir aussi, parce que on a beau être un garçon, je veux dire, l'horloge tourne aussi. Donc il y a un moment, on a envie. Je pensais que l'envie viendrait. Et je peux pas dire que ce soit venu. Bon. Alors, il va falloir prendre une décision. Ben voilà, je sais bien qu'il n'y a pas vraiment de solution, c'est juste une question de décision à prendre. En tout cas, c'est compliqué pour vous de prendre votre décision parce que cette relation dans votre vie avec cette autre femme n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle arrive à un moment où votre compagne manifeste son désir d'enfant. Et comme le dit Brigitte qui dit si vous êtes restés si longtemps ensemble sans enfant, c'est que vous étiez bien tous les deux ensemble. Elle pose un point d'interrogation. Moi, je pense qu'effectivement, on était bien. Oui, et donc ce qui complique les choses, c'est à partir du moment où votre compagne émet le souhait d'avoir un enfant. Et là, c'est un peu l'angoisse, la panique qui s'empare de vous. Et donc, j'ai l'impression, oui. Et donc là, eh bien, c'est la fuite, et la fuite, c'est d'aller vers une autre femme. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que vous n'avez pas forcément envie de quitter votre compagne. Je pense que si votre compagne vous disait, en fait, je renonce à l'idée d'enfant et ce qui compte, c'est je reste avec toi. Est-ce que, vous voyez, entre elle et l'autre femme, non, je suis qu'il n'y avait pas cette question d'enfant. Je suis pas certain parce qu'en fait la chose aussi c'est qu'avec la femme que j'ai rencontrée, j'ai l'impression, mais c'est le début donc c'est sûr, on est toujours dans la passion, je suis pas non plus aveugle sur ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a une complicité que je n'ai pas avec ma femme actuelle. Il y a une complicité qui est extrêmement forte. J'ai jamais ressenti ça et c'est ça aussi qui me perturbe. C'est ça qui me perturbe, c'est que j'ai pas l'impression que la femme que j'ai rencontrée soit juste un déclencheur par rapport à ma relation, à ce que je vis en ce moment. Mais là-dessus, je peux me tromper parce que comme je suis dans une période comme je suis un peu perturbé en ce moment, c'est vrai que j'ai peut-être pas une vision très claire. Donc, mais j'ai vraiment l'impression aussi que c'est cette complicité très forte qui fait que que je me dis que peut-être mon avenir il est avec la femme que j'ai rencontrée. Et c'est ce qui me fait dire que peut-être que 15 ans c'est bien, mais c'est peut-être une page à tourner maintenant. Alors en tout cas, c'est la culpabilité. La culpabilité de la laisser ? Ouais, voilà. Oui, mais alors là, j'ai envie de dire, par rapport à ça, après tout, dites-vous que elle mérite peut-être mieux que d'être avec un homme qui se détache d'elle et qui entretient une relation en parallèle et qui, si elle a maintenant un désir de se réaliser dans la maternité et que vous ne partagez pas ce désir, laissez-lui la possibilité de le concrétiser en dehors de vous.
Oui, c'est ce que Donc ça veut dire aussi qu'il faut quand même, voyez, elle a, vous l'avez dit vous-même, elle a 36 ans, elle a encore quelques années devant elle, mais enfin, quand même, pas trop. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus laisser s'installer comme ça cette situation. On va accueillir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui. Alors, j'ai oublié le prénom de l'auditeur. C'est Rodolphe. Alors, Rodolphe, j'ai écouté votre témoignage. Attention, hein, vous êtes dans l'ambivalence, tout à fait, dans l'incapacité de trancher. 15 ans, on arrive au bout d'une histoire d'amour. On ne peut pas faire un enfant par pitié ou par compassion. Moi, j'ai eu une amie qui a voulu à tout prix un enfant d'un homme qui n'en voulait pas. Ça s'est très mal terminé, l'homme l'a quand même quitté. Donc, soyez clairs, affirmez-vous, ne laissez pas votre femme dans l'incertitude, soyez lucide pour deux, ayez le courage de la quitter, ne la laissez pas comme ça mariner dans votre inconsistance ou incertitude, laissez-lui vivre sa vie ailleurs, comme le dit Caroline, que chacun reprenne sa liberté et que vous cessiez sans arrêt et surtout cessez de culpabiliser. Dites-vous bien que tout le monde arrive au bout de certaines histoires d'amour. C'est pas la fin du monde. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre et donc soyez libre pour cette autre personne, soyez heureux si c'est possible, mais ne soyez pas si incertain et si mou. Parce que moi, je vous trouve très flasque. Il faut que vous tranchiez dans votre intérêt à vous et dans l'intérêt de votre femme. Pourquoi vous rigolez, Caroline? Non, parce que je réagis, parce que Rodolphe réagit lui-même et il dit, voilà, merci, c'est fait au mot flasque. Mais on ne dit pas ça à un homme, Christine, enfin. Oui, en plus, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Il a déjà assez de problèmes comme ça, Rodolphe. Il faut pouvoir se quitter sans se maudire. Donc, et comme le dit Léo Ferré, la pitié, ni en amour, ni en amitié, ça n'a jamais sauvé personne. Il va pas faire un enfant par pitié pour lui faire plaisir. Ça serait effroyable. L'enfant n'est pas un médicament, Caroline. Ou non. Non. Alors, je reçois, c'est vrai, c'est très intéressant. Il y a Corinne qui envoie un mail qui dit: c'est curieux de penser que vous êtes redevable de quelque chose envers votre compagne de 15 ans. Vous lui devez avant tout la transparence, l'honnêteté et surtout pas de lui faire un bébé avant de partir. Soyez délicat. Vous devez être honnête avec elle, lui dire la vérité, même si cette vérité est difficile, ne plus être dans le flou. Être lucide, lui parler calmement, mais lui dire que, en ce qui vous concerne, 15 ans de vie passée avec elle, certainement avec des hauts et des bas, vous êtes arrivé à la fin de votre histoire. Alors justement, j'ai beaucoup de réactions. Il y a Maurice, il y a Corinne, il y a Catherine, il y a Sergio qui dit: et si votre liaison, votre maîtresse aimait le désir d'avoir un bébé un jour, que se passera-t-il? Vous y avez songé? Oui, j'y ai songé. Ça sera différent parce que ce ne sont pas les mêmes femmes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est trop tôt pour le dire, comme je vous l'ai dit. Pourquoi ça sera différent? Oui, mais vous dites que c'est vous dites que vous ne vous sentez pas à même de vous occuper d'un enfant parce que vous êtes dans un métier de création et là vous parlez plutôt de femme, donc c'est intéressant. Ça veut dire que c'est pas lié à vous, mais plus à la femme. Oui, c'est pas la même. C'est pas. Rodolphe, un enfant, ça se fait à deux quand même, hein. Ça ne sera pas la même relation avec la femme que j'ai rencontrée récemment, mais déjà en même temps, c'est vraiment trop tôt pour dire. Dites-moi, Rodolphe, en ce moment, vous habitez où? Chez votre femme ou chez votre maîtresse? Non, en ce moment, j'habite avec ma femme. Il faut arrêter. Bon, premièrement, partez de chez votre femme. Ça, c'est prévu. Et il faut partir très vite, hein, là, demain ou plus tard. Allez chez votre maîtresse, vous requinquez. Je vais venir chez vous. C'est bien, vous avez de la répartie. Vous en avez entendu, Christine, il vient chez vous, hein.
il faut que vous fassiez le point. Elle va vous coacher, Christine. Que vous soyez honnête vis-à-vis de vous-même et que vous ayez le courage de dire la vérité à votre femme avec des mots chaleureux et cordiaux, sans épisodes haineux, mais en même temps, comment dirais-je, si vous arrivez à lui dire votre propre vérité et à lui faire part de vos propres sentiments, vous vous sentirez soulagé et libéré. Et en même temps, votre femme n'est pas bête. Elle doit bien se sentir que votre couple bat de l'aile. Et si elle vous demande en ce moment, avec insistance, d'avoir un enfant, c'est quelque part pour vous empêcher de partir. Ouais, alors non, ça, j'en suis pas sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, non, je précise qu'il n'y a pas de haine et qu'au contraire, il y a beaucoup d'estime ça c'est entre elle et moi. Non, mais le problème que j'ai avec vous, là, au téléphone, c'est que je vous censure. Attendez, on va le laisser répondre. Justement, le problème est là, c'est que je peux pas non plus dire que le couple était en situation catastrophique. Je peux pas dire qu'il y avait de la haine ou des choses comme ça. C'est là justement que c'est très difficile. C'est que voilà, j'ai l'impression que j'ai un couple qui est bien et j'ai l'impression que je cherche encore mieux. Alors dans cette recherche du toujours mieux, à un moment, voilà, on se trompe, on se casse la figure. Donc c'est pour ça que je me sens vraiment coupable, parce qu'à la limite ça irait très mal. Bon là il y aurait pas de regret et puis je dirais calmement les choses, mais c'est toujours facile. Enfin c'est un peu on me dit de dire les choses, d'être transparent. Non, attention à la transparence d'un coup, parce que la transparence parfois peut faire terriblement souffrir et peut faire du mal. Donc il s'agit. Je me décharge comme. Voilà, la transparence parfois. Je suis pas d'accord moi d'arriver d'emblée comme ça demain. Il faut réfléchir quand même à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Il faut réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous devez dire à un moment, c'est-à-dire qu'à un moment il va falloir prendre une décision. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour le moment, vous avez du mal à le faire parce que, comme vous l'avez dit, Christine, vous êtes dans une grande ambivalence, et ce qui fait que vous avez du mal à prendre une décision. Mais à partir d'un moment, il va falloir prendre cette décision parce que, y compris, c'est votre culpabilité qui vous en empêche, mais votre compagne, celle avec qui vous êtes depuis 15 ans, mérite aussi mieux que cela. C'est aussi par rapport à cette culpabilité. Dites-moi, Rodolphe, je vous pose une question de façon cordiale. Si vous avez rencontré une autre femme, c'est que quelque part, vous n'étiez pas tellement heureux dans votre couple. Vous savez, c'est comme dans tous les couples, il y a toujours... C'est un peu compliqué parfois. Quelque chose qui... Marié, alors je connais pas les compromis du couple, hein, mais je vous adresse la question. Si vous avez eu le besoin, si vous avez éprouvé le désir, parce que vous êtes quand même un homme libre, c'est que vous aviez besoin quelque part... Non mais Christine, c'est arrivé aussi à un moment où sa compagne a émis quand même le souhait d'avoir un enfant. On en parlait, c'est pas arrivé à n'importe quel moment, et je pense que ça joue aussi dans la difficulté de Rodolphe à prendre cette décision. Ça parle. Mais oui, je ça pense parle. aussi, si vous permettez, qu'il y avait aussi une espèce de distance entre moi et ma compagne qui fait que finalement ça m'a pas empêché d'aller vers une autre femme, et il est là aussi le problème. Je le comprends fort bien, mais comment dirais-je vous le dis amicalement, tant que vous culpabiliserez vis-à-vis de votre femme, vous serez incapable de lui parler. Donc, il faut que vous acceptiez, comment dirais-je, d'être honnête vis-à-vis de vous-même et de votre femme et de votre maîtresse, j'aime pas ce mot, de votre deuxième amie, et ensuite que vous fassiez le ménage dans votre tête, parce que là, c'est un peu confus, vous me semblez un peu perdu, ce que je comprends parfaitement, c'est pour ça que et surtout que vous cessiez de culpabiliser. Parce que ce sont des choses qui arrivent. 15 ans, c'est long, hein. Vous êtes resté 15 ans avec elle. Et donc, maintenant, elle souhaiterait avoir un enfant, elle a 36 ans, c'est normal chez une femme. Mais bon,
peut-être qu'il faut, vous pouvez lui dire, vous pouvez aussi prendre encore le temps de lui dire, il s'agit pas d'asséner brutalement aussi les choses, mais vous pouvez, par rapport à ce projet, vous avez le droit aussi de ne pas vous sentir prêt à être père et de dire par rapport à cela que vous envisagez une séparation. Elle peut comprendre aussi, elle, que par rapport à ce désir de maternité, après elle fait le choix. Alors en même temps, vous risquez d'être embêté si elle vous dit qu'elle y renonce. Il est peu probable qu'elle y renonce. Rodolphe, ça sera mon dernier conseil. Vous pourriez lui dire calmement que vous vous sentez pas inclus dans ce projet de grossesse parce que vous vous éloignez d'elle et que vous envisagez la séparation. Mais en vérité, j'ai déjà commencé à lui dire, mais elle, comme le disait Caroline, je veux pas asséner ça brutalement, ce qui est normal. Et elle semble ne pas vouloir l'entendre, en fait. Mais ça m'étonne pas. Vous comprenez, elle, certainement, elle vous aime toujours, elle veut un enfant de vous. Et attention à ce propos de ne pas être, par rapport à... de ne pas vous retrouver père malgré vous. Ah oui, attention à ça, Rodolphe, parce que bon, moi je l'ai déjà... Ça peut arriver, hein, si... Oui, non, mais parce qu'après tout... J'ai dit tout à l'heure que l'idée m'était passée par la tête, mais dans des moments où, vous savez, on envisage toutes les solutions, mais ça veut... non, mais enfin, je veux dire, parce que si une femme veut vraiment un enfant, à un moment donné, là aujourd'hui, les femmes maîtrisent leur fécondité, donc les femmes ont le pouvoir à ce niveau-là, hein, donc je vous dis ça comme ça en passant, mais il vaut mieux y réfléchir. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, je ne veux pas lui prêter, ces intentions-là en même temps, hein, mais il vaut quand même mieux être prudent. On ne sait jamais quand même, pour pas vous retrouver dans une situation encore plus embarrassante. Oui, là, j'analyse que ce sera vraiment délicat. Ça peut être compliqué. Ouais. Mais attendez, Christine, on va accueillir également David. Bonsoir, David. D'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Rodolphe. Bonsoir, Caroline. Moi, je souhaite... Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien. Moi, je souhaite intervenir parce que bon, je suis papa, on va dire jeune papa, parce que ma fille c'est un bébé de 16 mois, donc je me dis jeune papa, même si je vais bientôt avoir 40 ans. Moi, je lui conseille alors surtout de pas faire d'enfant, parce qu'un enfant, ça demande beaucoup d'implication. Et je pense que pour moi, depuis que je suis papa, j'ai des... Comment dire ça je voudrais dire en fait qu'un enfant a besoin de ses deux parents. Je veux dire, il ne faut pas commencer à lancer un enfant en sachant qu'il va déjà y avoir une séparation. Je pense qu'un enfant le vit mal, quoi. Il faut mettre toutes les chances de son côté, du côté du bébé, en fait, pour qu'il grandisse bien, qu'il soit dans un couple où il y a une bonne harmonie, où tout se passe bien. Et moi, je pense qu'il faut sortir de la relation, quoi. Maintenant, le fait que vous vouliez lui faire un enfant, j'arrive à le comprendre dans un sens quand vous parlez de cadeaux, parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation. Vous avez l'impression de partir un peu comme un voleur, de casser un peu tout, de casser son rêve et de devoir quelque chose. En fait, bon, moi je suis parti d'une relation, ça faisait 10 ans. Comme chacun le sait, on part d'une relation, même si c'est 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est vrai que c'est long. Moi je suis parti, ça s'est mal passé parce qu'elle l'a mal pris, on me faisait presque croire qu'elle était malade suite à cette cassure. Mais il faut sortir de là et surtout pas en laissant un enfant derrière, quoi. Ce bébé va avoir besoin de vous et n'oubliez pas que si vous faites un enfant avec cette personne, vous êtes lié quelque part avec cette personne par l'enfant. Oui, c'est vrai. Il faut surtout pas l'oublier. Ne faites surtout pas un enfant en vous disant je me sens coupable parce que je vais laisser cette personne qui va être, c'est clair, dans une petite tristesse, un désarroi. Oui. Ça c'est sûr et certain de toute façon. Hein, vous allez lui faire du mal. Vous partez, vous êtes un peu plus serein parce que vous êtes rassuré, vous avez quelqu'un qui vous attend de l'autre côté. Elle, par contre, elle est seule avec ses rêves. Donc je trouve, merci David, parce que je trouve qu'en peu de mots, vous dites l'essentiel. Vous allez à l'essentiel, c'est très clair. En fait, c'est pour ça. Écoutez, ça vous réussit d'être stressé. Non, mais on sent que c'est l'expérience, c'est très. Vous dites l'essentiel, parce que ce serait le prix de la culpabilité. Donc l'enfant ça sera reporté sur l'enfant. Et ça serait et on n'a pas à faire porter ça à un enfant.
Non, mais ça va être terrible. Je veux dire, un enfant, il a besoin de ses deux parents. Il a besoin de ses deux parents et il a, dans la mesure du possible. Alors, comme vous dites, après, la vie peut faire que ces deux parents se séparent, que malheureusement, il peut arriver des choses plus graves, qu'il y a un des deux parents qui disparaisse ou que les deux parents se séparent. Mais c'est la vie qui fait que, mais que le mettre au monde en sachant que, bon, ben, c'est, voilà, le prix de la culpabilité, ben, je te fais cadeau d'un enfant. Non. On n'a pas à faire porter ça à l'enfant. Il se sent coupable, il va casser oui. Il va la rendre malheureuse, donc forcément il se sent coupable de quelque chose, mais il faut pas qu'il oublie que lui va partir dans un endroit où tout sera bien pour lui, parce qu'en plus c'est le début, à voir après comment que ça se passera. Bon, si oui, alors je suis pas sûr là-dessus non plus que je vais rester 10 ans avec la femme que j'ai rencontrée. Exactement. Pour moi, je fonde pas trop d'espoir là-dessus. J'ai quitté mon ex, ça faisait 10 ans. Ça faisait 10 ans, je l'ai quittée, elle était malade, machin, elle se sentait pas bien du fait de la rupture. Je parle pas qu'elle était malade et je me suis sauvé comme un voleur. Mais le fait de casser un petit peu son rêve où elle pensait que ça allait plus ou moins bien, alors qu'on sentait quand même qu'il y avait une certaine dérive, là où vous en êtes à mon avis, sauf que moi ça faisait que 10 ans par rapport à vous, à un moment donné, si vous partez en faisant un enfant, c'est parce que vous vous sentez coupable de quelque chose. Surtout pas faire ça. L'enfant il a besoin de ses deux parents. Après, si vous faites un enfant dans de bonnes conditions, tout le monde s'aime, tout va bien, on fait un enfant, notre vie va bien, on a un travail, on a de l'argent, on peut l'assumer, parce que un enfant ça prend du temps. Moi je l'élève... parce que ma femme travaille la journée, moi je travaille de nuit, donc j'essaie de faire un maximum. S'il faut que je le laisse à la crèche parce que là j'en peux plus, je suis crevé. Il faut partir sur des bonnes bases, quoi. Là vous partez un peu en disant tiens je vais laisser un peu d'argent de côté, comme ça ne sera pas emmerdé. Moi j'ai un beau rêve à vivre, mais pas un enfant, quoi. Laissez-lui la chaîne IFI, la télé, ce que vous voulez, mais ne lui laissez pas un enfant parce que là vous êtes en plus. Oui, surtout que après tout, elle peut de son côté reconstruire, et puis vous pouvez aussi avancer de votre côté. Bon, écoutez, ce sera pas facile pour elle. Elle a 36 ans, elle va retrouver exactement. Peut-être qu'elle va être pressée par le temps. Exactement, mais après c'est son histoire et c'est la vôtre, et en tout cas l'enfant ne doit pas être l'objet d'un enjeu comme celui-là. Alors, j'aurais un dernier mot parce que je suis un peu sur l'urgence. C'est vrai que souvent j'ai envie d'intervenir, mais comme je roule et que je suis un peu je suis un peu chronométré, on va dire, donc j'ai jamais trop le temps. Là, j'ai pris 5 minutes parce que Mais vous avez bien fait, je vous en remercie. Par rapport à mon bébé, je me sens un peu, vous savez, je suis un peu plus émotif depuis que j'ai une petite fille, ce que je voulais avoir en plus. Oui. Et donc je me sens un peu plus touché quand il y a des cas comme ça. Mais surtout, donc, réfléchissez bien, faites bien le point sur votre couple. Ne partez pas parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et c'est toujours plus beau ailleurs. L'herbe est plus verte. C'est pas forcément vrai. Il faut faire attention, oui. Il faut faire attention à ça. Une fois que vous aurez pris cette bonne décision, partez et ne faites pas d'enfants. Voilà. C'est mes derniers mots. Merci, je trouve vos conseils très, très sensés. Merci beaucoup. Vous avez bien fait de vous arrêter, David, et j'espère à une prochaine fois. Merci beaucoup à Christine également, que j'ai eu plaisir à retrouver. Et puis, bon courage, bonne chance. Prenez le temps de réfléchir, Rodolphe, à cette décision quand même qui est importante, puisque ça engage dans votre vie amoureuse. Au revoir. Il y a Violaine qui dit, si possible, un enfant doit être un enfant de l'amour. C'est quand même préférable. Au revoir. Effectivement, au revoir. Au revoir, Rodolphe. Eridan envoie un petit message en disant, j'ai l'impression que la paternité permet à de nombreux hommes d'acquérir une autre dimension. Et oui, mais on voit aussi avec le témoignage de Rodolphe que il y a certains hommes à qui ça fait très peur. On accueille Laurence, bonsoir. Oui, bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Contente de vous avoir. Moi aussi. Oui, je vous appelais car mon histoire ressemble un petit peu au monsieur d'avant, à Rodolphe. Moi, je suis avec quelqu'un depuis 6 ans. Oui. J'ai un enfant, un bébé aussi. Et donc c'est une relation, tout se passe bien. Et le seul souci, c'est que c'est au niveau, je n'ai pas de désir pour cet homme. Et j'en ai jamais eu. Et ah oui, vous n'avez jamais ressenti de désir pour lui? Très très rare. Oui. C'était non, c'était très peu malheureusement. Et bon, je suis un petit peu mal à l'aise dans cette relation car il me manque quelque chose. Mais oui. Et pour être épanouie. Et donc, suite à ça, j'ai donc rencontré quelqu'un que je vois de temps en temps, mais sans relation poussée, on va dire. C'est quelqu'un,
que je vois, mais il n'y a pas de relation sexuelle, si vous voulez. Hein. C'est juste, voilà, des caresses, des petites choses comme ça. Oui. Enfin bref. Qui vous apporte un épanouissement, qui vous permette de sortir un peu de cette frustration dans laquelle vous vous trouverez. Voilà, tout à fait. Oui. Et Mais vous ne vous autorisez pas à aller plus loin. Ça vous en éprouveriez de la culpabilité. Ni lui ni moi. D'accord. Voilà, tous les deux. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut pour être bien. C'est quelqu'un qui est très très bien. Et cet homme avec qui qui est le père de votre enfant, avec qui vous êtes depuis 6 ans, vous pensez qu'il ne se rend pas compte que vous n'avez pas de désir pour lui, puisque j'imagine c'est pas vous qui prenez l'initiative dans la relation. Il se rend compte aussi. C'est vrai que souvent c'est qui s'est passé souvent, et il se plaint, oui, il se plaint que c'est pas assez souvent, mais bon. Vous n'avez pas, vous me parlez d'une absence de désir, mais est-ce que vous avez du plaisir avec lui? Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Quand même. Oui, ça peut arriver, peut arriver. Il va faire tout pour. C'est vrai que c'est vraiment quelqu'un, voilà, il va me faire tout justement pour me donner du plaisir mais il ne vous attire pas, vous ne ressentez pas. Voilà, j'ai pas l'attirance physique pour cet homme. Si vous voulez. Qu'est-ce qui fait alors que vous êtes allé vers lui? C'est lui qui est allé vers moi. D'accord. Et c'était quelqu'un. Je sortais d'une déception. Bon, j'ai connu quelques aventures, quelques relations. N'ont pas abouti, voilà, je suis pas tombée sur des hommes toujours bien, donc là j'ai trouvé quelqu'un qui était bien sérieux, voilà, tout le contraire des autres hommes que j'ai pu rencontrer avant. Et donc voilà, ça s'est bien passé tout de suite, mais je suis pas épanouie, je me sens pas bien. Alors des fois, comme disait Rodolphe avant, moi c'est pareil, des fois j'ai envie de partir aussi, mais bon, moi j'ai personne à côté qui m'attend, mais je me sens pas capable de partir. Maintenant j'ai une petite fille, on envisage de construire. Vous vous sentez attaché à lui, néanmoins, c'est ça? Oui, voilà, vous avez des sentiments pour lui, mais c'est au niveau de votre sexualité, quoi, que ça ne va pas. Vous n'êtes, Alors, des fois, je me dis, est-ce qu'une relation à côté, c'est pas bon, ça se fait, c'est sûr, mais bon, me suffirait plutôt que de tout quitter, quoi. Mais c'est ce que vous faites d'une certaine façon, mais en vous autorisant pas à aller tellement plus loin. Non, ni lui ni l'autre personne, non. Mais voilà, j'ai pas spécialement envie de tout quitter, et pour autant, je me sens frustrée et je le vis mal des fois cette situation. J'y pense souvent, quoi. Oui, parce que c'est pas comme si vous aviez eu parfois le désir, bon, il y a des moments comme ça de baisse de désir où ça revient. Là, vous n'en avez jamais éprouvé. Bon, je vais pas dire jamais, mais pas assez souvent à mon goût, quoi. Non. C'est important. Ça veut dire qu'il y a des moments quand même où vous l'avez désiré. J'ai eu, oui, mais... Quand est-ce qu'il était désirable à vos yeux? Oh là, je peux pas vous dire, hein. C'est venu comme ça. Qu'est-ce qui le rendait désirable? Oh, je peux pas vous dire. Là, Oui, je sais, c'est compliqué, hein, le désir, mais qu'est-ce qui fait, dans quel état vous étiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui après, c'est hormonal, je vais dire, j'étais... Pas seulement. Je sais pas. Oui, ça joue, mais pas seulement. Ouais. Ah là, non, je peux pas vous répondre, je ne sais pas. Non. Et voilà. Et pourquoi vous iriez pas voir ensemble, pour le coup, un sexologue pour en parler? Ouais. Plutôt que de rester dans... Tenter quelque chose. Ouais. Je ne parle pas de ce problème-là avec lui. Je vais dire, il ne s'agit pas de dire, peut-être, vous voyez, il ne s'agit pas d'être blessante, mais déjà faire une démarche. Vous pourriez, dans un premier temps, aller voir quelqu'un, peut-être après aller voir quelqu'un en couple, mais peut-être vous déjà voir seul. Après, si le sexologue veut le rencontrer lui, il ne s'agit pas de dire d'ailleurs dès le départ que vous n'avez jamais ressenti de désir pour lui, parce que d'ailleurs c'est pas vrai, il y a eu des moments où vous l'avez désiré. Et puis vous avez du plaisir par moment, ce qui est important. C'est pas comme si vous n'aviez pas du tout de plaisir. C'est important, parce que vous pouvez ne pas avoir de désir et en même temps... quand même, il sait vous donner du plaisir. Et vous savez, vous aussi, en avoir du plaisir. Et c'est pas que lui qui vous en donne, hein. C'est que... Non. Mais il m'attire pas physiquement. Il vous plaît pas?
Non. Physiquement, non. Ouais, c'est pas votre genre d'homme. Non. Je rencontre l'autre personne en question, il m'attire physiquement. Oui, physiquement, il m'attire, voilà. Et d'autres hommes que je vais rencontrer aussi, que j'ai rencontrés lors d'un voyage, ou voilà, j'arrive à être séduite par d'autres hommes. Et voilà. Oui, lui, c'est pas votre genre, quoi. Non. Oui, c'est embêtant. Oui, c'est embêtant, et c'est pour ça que je me dis, voilà, vivre avec ce monsieur-là tout le temps, je sais pas. Oui, mais parfois, on est avec quelqu'un, on se dit... parce que vous avez un genre d'homme en particulier ? Oui. Ah, vous avez un genre, oui. Oui, j'ai un genre, oui. Ouais. Non, parce que parfois, on n'a pas forcément un genre d'homme, c'était le dernier. Non, mais vous voyez, ça peut... Non, mais il y a des personnes qui ont un genre d'homme ou un genre de femme, et puis il y en a, c'est tac, parce qu'il y a eu un coup de cœur, et après on s'accroche à celui-là, et puis ça peut changer. Vous avez un genre d'homme. Parce qu'il peut y avoir, voilà, il y a quelque chose qui fait accroche à ce moment-là. Bon, vous avez un genre d'homme. Après, mais il peut se passer quelque chose, et il peut... Ça vaudrait peut-être le coup quand même d'aller un peu en parler à un sexologue pour pas rester, parce que il peut se débloquer quelque chose. Pour pas rester, vous êtes jeune, hein, vous avez 39 ans. Oui. Donc, pourquoi pas, bien sûr, pour pas rester, puisque si vous, Cathy pose une question de la sexualité de façon générale, c'est pas, vous aimez ça de façon générale. Il y a pas de blocage en règle générale. Ah non, parce que je peux prendre du plaisir toute seule aussi. C'est ce que c'est ce que j'entends. Voilà. Donc, d'autant plus, je pense que ça vaut la peine d'aller en parler. Parce qu'à 39 ans, vous voyez, ça serait dommage de rester dans une situation bloquée comme celle-là. Ou alors, ce qui risque de se passer, c'est, vous le pressentez vous-même, hein, c'est que déjà, ça se passe avec cet homme que vous rencontrez, puis à un moment, lors d'un voyage, lors d'une rencontre, vous allez prendre un amant. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, où vous aurez un amant et puis vous aurez cet homme qui vous procure la stabilité. Bon, le risque, c'est comment vous allez le vivre. Est-ce que ça va pas générer de la culpabilité? Le risque, c'est lui qui la prenne. Bon, c'est un peu compliqué. Peut-être, faites le point, allez voir quelqu'un, il va peut-être vous donner un peu, en parler avec lui. D'accord. Pourquoi pas? Ça vaut peut-être la peine d'en parler un peu. Il faudrait donc aller voir un sexologue. Oui, sexothérapeute. Sexothérapeute. Et je peux aller toute seule aussi. Dans un premier temps peut-être, parce que c'est compliqué avec lui de dire c'est pas mon genre d'homme, vous voyez. Oui, non. Là, je crois que le connaissant, je crois que je vais pas rester. Ça va l'arriver tout de suite là. Non, il faut pas le blesser. Non, allez-y dans un premier temps toute seule. Bon courage, Laurence. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.